Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, présentent l'info dans le rétro. Vive la France! On aurait pu remplacer Château-Bougon par un grand aéroport situé entre Rennes et Nantes pour desservir tout l'Ouest. On a choisi le site de Notre-Dame-des-Landes, Vigneux de Bretagne, Grandchamp et Treillères. Sur cette zone, on aménagera peut-être à l'avenir l'aéroport Ouest-Atlantique. Si vous êtes toujours là, ça va vous gêner, vous croyez? Je me dis où je ne resterai pas quand j'entendrai le vacarme. Le vacarme, c'était en 1974. Cette année-là, les pouvoirs publics décident de créer par arrêté préfectoral une zone d'aménagement différée, une ZAD. Ils ignoraient que plus de 40 ans après, aucun avion n'aurait encore décollé et que le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes serait suspendu au résultat d'un référendum local organisé ce dimanche. Avec mes deux invités, un historien et un grand témoin, nous allons nous intéresser à ces mouvements de résistance populaire, rurale souvent, en revenant avec les archives de l'INA dans le passé, plus particulièrement dans les années 1970, qui servent largement de modèle fantasmé aux zadismes actuels. Mais avant de regarder dans le rétro, un point sur les enjeux du référendum de dimanche avec Sonia Donadé. La consultation aura bien lieu. Saisi par des associations opposées au projet de déménagement de l'aéroport nantais sur le site de Notre-Dame-des-Landes, le Conseil d'État a finalement validé ce lundi la question, la date et le périmètre choisis pour la consultation locale. Êtes-vous favorable au projet de transfert de l'aéroport de Nantes-Atlantique sur la commune de Notre-Dame-des-Landes? Réponse le dimanche 26 juin prochain au soir. Épilogue d'un dossier qui dure depuis plus de 40 ans. C'est du moins ce qu'espère François Hollande, qui qualifie ce résultat de décisif. Voilà, qu'une lutte aussi ancienne s'achève dans les urnes, c'est pas si fréquent. En tout cas, on va voir que les luttes emblématiques des années 70, le Larzac par exemple, on va parler avec mes invités, s'achevaient souvent dans un rapport de force, pas forcément dans les urnes, quoique on en parlera tout à l'heure. Donc mes deux invités, donc le grand témoin Brice Lalonde, bonjour. Vous êtes l'auteur récemment du Ciel nous tombe sur la tête chez Artaud. Vous avez été ministre de l'Environnement. Vous avez été l'un des acteurs, l'un des témoins de ces grandes luttes des années 70, aux côtés notamment de René Dumont, pour lequel vous serez directeur de campagne en 1974. Et en face de vous, un historien, professeur dans le secondaire. Vous êtes Jean-Philippe Martin. Vous avez écrit en 2005 une histoire de la nouvelle gauche paysanne. Et vous allez nous éclairer sur ces enracinements, ces révoltes, ces résistances, parfois victorieuses, parfois non, de ces années. Juste un mot, Brice Lalonde, sur le référendum et sur Notre-Dame-des-Landes. Est-ce que vous pensez que c'est l'issue la plus souhaitable, finalement, d'achever tout cela par un référendum? Comme écologiste, on a toujours été favorable au référendum, qu'on les appelait plutôt d'initiative populaire. Donc les gens demandent un référendum. Toute la question, c'est le périmètre. Franchement, je pense que ce projet n'ira pas jusqu'au bout. En tout cas, c'est un très vieux projet qu'on a vu naître dans les années 60. On va revenir sur l'archive de 1974, qu'on va montrer sous un jour un peu différent. Et il y a plein de choses qu'on va décrypter ensemble. Après, donc, c'était à l'époque sur Télé Pays-Loire, le 31 janvier 1974. Il y a donc plus de 40 ans, on parlait déjà à la télévision d'un aéroport à Notre-Dame-des-Landes. Nantes-Château-Bougon, un aéroport qui existe, situé près de la ville, assez bien aménagé, mais un peu bruyant et bientôt trop petit. À 20 km au nord de Nantes, la campagne. Des communes paisibles, une zone agricole où l'élevage marche bien, où les agriculteurs sont assez prospères. Cette situation, si elle est intéressante vis-à-vis de Nantes, elle est aussi intéressante vis-à-vis de l'ensemble des villes de l'Ouest, dans la mesure où on peut penser qu'à partir de 1990, par exemple, ou de 1980, cet aérodrome pourra servir à des liaisons beaucoup plus lointaines. Alors à ce moment-là, on a calculé par un certain nombre de procédés sur lesquels nous ne nous étendrons pas, que la situation de l'aérodrome de Notre-Dame-des-Landes était relativement proche de ce qu'on peut appeler le centre de gravité de l'ensemble des grandes villes de l'Ouest. Vous prendrez peut-être l'avion, si vous êtes toujours là. Oh là 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 là, je ne peux déjà pas monter. C'est que tu montes dans mon lit alors. Et non monter dans un avion. Ah non, pas, non, pas. Non. Ah non pas. Jean-Philippe Martin, on est là, dans l'ouest de la France, et la résistance va naître à peu près à ce moment-là.
c'est un terrain, permettez-moi le jeu de mots, fertile à la résistance paysanne. Oui, alors l'Ouest, dans les années 1970, est une région très combative. Il y a de nombreux paysans, beaucoup plus que dans le reste de la France, proportionnellement. Et il y a des paysans qui sont passés par les mouvements d'action catholique, jeunesse agricole catholique et mouvement rural de la jeunesse chrétienne, qui petit à petit vont trouvent plutôt que la modernisation qu'ils appellent de leurs vœux, finalement se retourne contre les paysans par la diminution de leur nombre et par le fait qu'ils n'obtiennent pas des conditions de vie équivalentes aux autres catégories de la population. Et donc, sous l'impulsion de quelqu'un qui s'appelle Bernard Lambert, beaucoup vont contester la politique... au Larzac plus tard, ouais. Oui. Beaucoup vont contester la politique agricole commune, et voire même le gouvernement, et se rapprocher petit à petit des diverses gauches en pleine ébullition dans les années 1970. 1974, c'est aussi la naissance d'un comité de défense animé par quelqu'un qui s'appelle Michel Tharin, qui est un peu un élève d'une certaine manière, quelqu'un formé par Bernard Lambert, et qui mène le combat contre l'aéroport Notre-Dame-des-Landes. Oui, parce qu'il s'agit d'abord quand même de lutter contre un aménagement de l'État qui va effectivement, avec une zone d'aménagement différée, faire partir des paysans de leurs terres. Hein. Voilà, hein, il lutte pour conserver leur activité, et donc il va être à l'initiative un peu de ce combat avec d'autres, hein, bien sûr. Brice Lalonde, je vous ai vu un petit peu sourire pendant le reportage, notamment quand on voit le technicien expliquer, ça vous a fait réagir parce que c'est un discours technocratique que souvent... Exactement. Voilà, C'était exactement ça. Mais toutes ces révoltes, en tous les cas celles auxquelles j'ai participé avec mes amis écologistes, ce sont des révoltes contre la technocratie, contre l'idée tout d'un coup que des types qui sont sous prétexte, d'ailleurs, comme il dit, des méthodes sur lesquelles on ne reviendra pas. Bien sûr, bien sûr. Des calculs extrêmement incroyables, tout d'un coup se permettent de dire là on va mettre ça, là on va nous on sait. Là on va virer 300 personnes, de toute manière c'est des arriérés, c'est pas possible. Voilà, c'était ça qui nous a vraiment tous fait réagir. Oui, et alors, donc ce mouvement va maturer, ça va être très long à mettre en place, relancé bien plus tard par Lionel Jospin, qui sera à l'époque où il est Premier ministre pendant la gauche plurière, mais évidemment, il y a d'autres endroits où va s'enquister la révolte paysanne contre ce que vous appelez la technostructure, la technocratie, notamment sur le plateau du Larzac, et là ça va devenir emblématique. Pour un peu se remettre les choses en tête, on va regarder une archive du 14 août 1977, c'était sur TF1 pendant le journal de 20h. L'opération Mouton Futé a donc commencé à 13h30. Une colonne de 80 tracteurs s'est formée, entraînant derrière elle la masse impressionnante du rassemblement. Sous un soleil splendide, ils sont donc là, plusieurs dizaines de milliers, peut-être 30 000, qui à cet instant pénètrent sur le périmètre du terrain militaire actuel en direction de la ferme des Agastous, située à 4 km à l'intérieur du camp, dans le réceptacle des tirs d'artillerie. Pour les marcheurs, l'aboutissement de cette marche est donc un symbole. Juchés sur des tracteurs, on a d'ailleurs pu voir quelques représentants des comités de soldats en uniforme, le visage masqué. Massés derrière d'immenses banderoles et sur un front qui atteignait parfois 200 mètres, les manifestants ont gravi les collines en brandissant des drapeaux dont les plus nombreux portaient la croix languedocienne. Succédant à des périodes de silence, des séries de slogans étaient scandés sur des thèmes antimilitaristes ou écologiques, certains rappelant que les contestataires de toute nature sont là parce qu'ils sont solidaires des paysans du Larzac. Alors Notre-Dame-des-Landes, comme le Larzac nous le montre, les résistants sont patients, puissants et très patients, parce que le mouvement avait commencé dès 1971. Peut-être on peut rappeler un peu le contexte. Qu'est-ce qui se passe au Larzac? Pourquoi autant de monde sur le plateau pour résister? Oui, alors le plateau du Larzac, c'est selon Michel Debré un désert avec des paysans arriérés qui ne comprennent pas grand-chose. Encore? En fait, c'est pas du tout ça. Hein. Il y a des paysans qui ont essayé de moderniser l'agriculture. Ils produisent du lait de brebis pour le Roquefort. Et un jour, il y a un projet qui traîne depuis longtemps. Et un jour, ils apprennent que ce projet va être en œuvre et que ça va supposer l'expropriation de paysans. Juste un truc, c'est intéressant ce que vous dites. C'est des gens qui ne sont pas opposés par principe à la modernité. Non, 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 que ce soit dans l'Ouest ou sur le Larzac, c'est des paysans qui, au contraire, se modernisent beaucoup dans l'Ouest, et sur le Larzac, c'est plus différencié quand même. Hein. Un jour, je rencontrais un paysan de la Drôme, hein, qui est un opposant, paysan travailleur, etc. Il me disait qu'il n'avait jamais vu d'aussi gros tracteurs que sur le Larzac. Certains vont quand même accepter de vendre leurs parcelles au camp militaire, mais d'autres vont résister. Voilà. Et c'est ce mouvement-là, effectivement, qui va naître dans les années 70 et qui va devenir emblématique. Juste une chose, Brice Lalonde, je ne sais pas si vous avez remarqué, on va réécouter la toute fin de l'archive, parce qu'il y a quelque chose à remarquer.
l'international. C'est intéressant parce qu'on est sur un mouvement qui dépasse finalement et de loin les simples questions rurales ou antimilitaristes, non? On n'est pas loin de 68 quand même, c'est-à-dire on a encore toutes les années qui ont suivi 1968, ce sont des années d'effervescence, de mouvement, et notamment un mouvement régionaliste assez fort. Hein, oui. Et donc, on devait parler de la croix languedocienne. Hein, on peut en dire un mot, peut-être? Non, mais c'était important. Et donc, là-dessus, peut-être sur la croix languedocienne? Le premier grand rassemblement de 1973 sur le Larzac, eh bien, effectivement, il y a un dirigeant de Lutte Occitane qui intervient. Il y a le journal qui s'appelle Lutte Occitane, qui est un mélange de maoïsme et de régionalisme pour simplifier. Il y a un chanteur qui s'appelle Claude Marty, qui, vous m'excuserez pour l'accent, chante Volem Viur et Alpaïs. Ouais. Hein, donc, il y a un certain nombre. Il y a cette dynamique. Et en fait, je crois qu'il faut voir ça comme le souffle de 68 avec une convergence des luttes et la recherche de nouveaux combats, hein, en quelque sorte. Brice, vous étiez là, avec une pensée écolo. Bien sûr. Et quelle est la dimension écolo du projet, en fait enfin, en tout cas de la lutte? On a du mal à la saisir. Hein. De manière générale, pour un écologiste, vous allez détruire des terres agricoles ou des terres qui contribuent à nourrir la population pour y mettre... Là, c'était pour faire tourner les armées européennes. On avait dit, voilà, il y a de la place, c'est formidable, c'est pour faire un champ d'exercice pour toutes les armées de terre de l'Europe, c'est formidable. Donc voilà, donc si vous voulez, ça paraissait... Le symbole, en plus, c'est très fort. C'est ou bien la charrue, ou bien le char d'assaut, quoi. Hein, voilà. Et donc, cette dynamique-là a été suffisante pour, à mon avis, créer cette énorme convergence. Et le choix de la mobilisation, le choix du type de mobilisation, je pense qu'il est aussi très important. C'est qu'on vient occuper le Larzac, mais pas tout le temps, seulement à des moments très précis. Là, c'est très raisonné, j'imagine. Il y a des gens qui se sont installés sur le Larzac. Hein. Des gens comme José Bové ou d'autres, ils se sont installés. Et c'était quand même aussi une découverte. Moi, je me souviens de m'être baigné dans la Dourbie. Il y a plein d'aventures, si vous voulez, où beaucoup de citadins ont tenté de vivre aussi une vie différente. Vous savez, les communautés et autres. Alors évidemment, on se moquait un peu d'eux parce qu'on disait, oui, il y a un petit chemin de chèvre qui mène au mammouth. Mais enfin, quand même, on essaye de le faire. Non, donc c'était quand même très, très, très spontané, plutôt généreux, plutôt sympathique, un peu utopique. Et les paysans eux-mêmes qui structuraient, qui ne laissaient à personne le soin d'organiser les manifestations, ils avaient l'ancrage. Je veux dire, eux, ils ne se perdaient pas dans l'utopie, c'était clair et net. Et puis, il y avait un autre piège, au-delà de l'utopie, c'était la violence. Et j'aimerais qu'on écoute, alors c'est le lendemain de cette archive, le 15 août 1977, Jean-Pierre Elkabbach rencontre Lanza del Vasto, peut-être pas connu par les jeunes. La communauté de l'Arche. Voilà, on va le voir réagir à la question de la violence potentielle ou réelle même de certains manifestants. Vous allez voir sa réponse, c'est assez intéressant. C'est certainement pas avec des cocktails Molotov et des barres de fer qu'on va résister. Hein, mais il y a un étrange mélange aussi là. La bombe atomique. Parce que ceux qui défilent avec les non-violents, ou qui participent, comme on l'a vu à Cresmalville, à Nossac, au Larzac, avec les non-violents, utilisent parfois ou recommandent parfois des formes de violence. Hélas, oui. Ils viennent gâter tout. Ils font. S'ils étaient payés, je ne crois pas qu'ils le soient. Hein, pas besoin de les payer. S'ils étaient payés pour faire le jeu du pouvoir, ils ne pourraient pas mieux faire. Parce que ce qu'il faut rappeler, c'est qu'autant au Larzac, on a réussi à endiguer la violence, mais pas partout, et notamment... À Malville, d'ailleurs, la même année, il y a eu une manifestation extrêmement importante contre le projet de surgénérateur. À Creil-Malville, oui. À Creil-Malville, et là, il y a eu, malheureusement, un mort par lancer de grenade, etc. Donc, d'ailleurs, pour nous tous, ça a été un avertissement. Nous ne voulons pas tomber dans la violence, faisons attention. Mais en revanche... On a été extrêmement ferme pour dénoncer l'action du préfet, si vous me permettez. Alors, on ne va pas revenir dessus, parce que le pauvre préfet, je ne sais pas ce qu'il est devenu. Mais enfin, il avait l'habitude de boire. Et donc, ses ordres, sans doute, n'étaient pas très bons. Et Lanza del Vasto, c'est une figure importante de la résistance paysanne. Oui, c'est parce qu'il initie un jeune... auxquels vont se joindre des évêques de la région, de Millau, mais aussi des paysans et des paysannes d'ailleurs aussi, du Larzac. Et donc ça va être pour eux le passage, si vous voulez, l'acceptation, l'envie de mener une action non violente. Mais je voudrais quand même préciser que non-violence ne veut pas dire refus de la confrontation. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, Brice Lalonde l'a dit, ça veut dire les paysans qui restent sur place ou ceux qui s'installent, tels José Bové et sa compagne Alice Monnier, vont être confrontés très souvent à des menaces, des physiques, et puis même un attentat une fois pour un paysan. Donc... Est-ce qu'on va même jusqu'à, comme un peu le professeur Martin Luther King, chercher la violence policière
pour prendre à témoin le reste du pays? Est-ce que c'est des choses qui existaient aussi dans la contestation paysanne de gauche, puisqu'on est là aujourd'hui dans le sujet? Oui, je ne dirais pas la même chose. Je dirais on essaye d'être radical. C'est-à-dire qu'en effet, on est présent. Moi-même, je suis allé à Mururoa 2 fois de suite m'opposer physiquement aux essais nucléaires. Et donc, si vous voulez, nous avons tous appris à ne pas craindre d'être présents, de mener la bataille. En revanche, nous avons toujours refusé la violence physique. Ce qui peut-être est une différence avec ce qu'on a vu à Sivins, par exemple, ou parfois à Notre-Dame-des-Landes. Souvenez-vous de 68. 68, c'était quand même un très grand mouvement avec beaucoup de masses ouvrières et étudiantes. Et il n'y a pas eu très très peu de victimes. Ça s'est fait de manière remarquable. Et aussi, d'ailleurs, il faut rendre justice au préfet Grimaud à l'époque. Tout ça, ça s'est fait bien. Il n'y a pas eu de mort. Voilà. Donc ça, c'est formidable. Eh bien, nous avons appris cette leçon tous. Et dans tous nos mouvements, nous étions à la fois d'accord pour nous affronter, pour dire non, mais pour refuser les formes extrêmes. Vous vous souvenez, il y a eu des tentations, la bande à Bader, tout ça, c'est à cette époque. En France, on a évité ça. Dernier grand mouvement, oui. Juste, je voulais dire que c'est une combinaison d'actions, en fait. Action de masse, rassemblement, marche sur Paris, action minoritaire, mais illégale parfois. C'est-à-dire qu'ils ne refusent pas l'illégalisme au nom du justement parce que leur lutte, ils jugent que leur lutte est légitime, voilà, etc. Donc parfois, ils sont confrontés à la violence, ces manifestants. Attention. Alors, dernier lieu peut-être de la lutte des années 70, dernier lieu emblématique en tout cas. On est sur un paysage, et là, je sais que Brice Lalonde doit trouver ça sublime aussi, la Pointe du Raz. On est à Plogoff, dans le Finistère, en Bretagne. Et là encore, l'idée folle d'installer à Plogoff une centrale nucléaire. Évidemment, ça suscite des résistances locales. C'est sur ce site, à quelques centaines de mètres du Raz de Sein, la pointe extrême de la Bretagne dans l'océan Atlantique, que devrait fonctionner dans une dizaine d'années la centrale nucléaire de Plogoff. Elle est prévue pour fournir une puissance de 5200 MW et alimenter en électricité la Bretagne et une partie de l'ouest de la France. Depuis que le projet est connu, c'est-à-dire depuis environ 18 mois, une très forte hostilité s'est manifestée. C'est ainsi que les mairies de Plogoff et des 3 autres communes concernées sont fermées en signe de protestation. Et ce matin, lorsque les camionnettes chargées des dossiers à soumettre à la population sont arrivées sur place, les incidents ont éclaté. Les premières escarmouches ont eu lieu peu avant 4 heures du matin devant les barrages constitués pendant la nuit par plusieurs centaines d'opposants. La colonne de camions transportant près de 400 gendarmes a dû déblayer à l'aide de blindés légers, équipés en bulldozer, la chaussée obstruée, de vieilles voitures incendiées et de machines agricoles. Il y a eu des grenades lacrymogènes, des projectiles et 2 habitants de Plogoff légèrement blessés. Alors il n'y a pas beaucoup d'agriculture, là c'est plutôt des rochers. On est sur un mouvement écolo et qui converge pour autant avec le Larzac. Oui, effectivement, les résistants à Plogoff vont prendre contact avec les paysans du Larzac pour essayer de peser ensemble, de faire converger les luttes, comme ceux du Larzac avaient aussi pris contact avec Bernard Lambert et les paysans de l'Ouest à un moment donné. Voilà. Brice Lalonde sur Plogoff. Il y a aussi une chose qui est très importante dans tous ces projets, c'est que il n'y a pas de procédure où notre pays n'a pas été capable d'inventer des procédures pour précisément associer la population, pour savoir comment on allait choisir. Alors là, on essaye à Notre-Dame-des-Landes d'avoir le référendum, on va voir ce que ça va donner. Après tout, c'est mieux que rien. Mais à l'époque, c'était l'enquête publique. C'est tout. Et une petite enquête publique qui avait été... C'est une procédure inventée par Napoléon pour faire des routes, pour savoir si on pouvait... Donc pas du tout adapté aux enjeux pas du tout adapté. Et à chaque fois, ça stupéfiait la population, quoi, qui, de très beaux... de bon cœur, vraiment avec franchise et candeur, dire enfin c'est pas possible, on peut pas accepter ça, quoi. Donc il y a 2 choses, il y a à la fois le discours technocratique, vous comprenez rien, vous les abrutis, et puis on a fait une enquête dont on ne sait pas. Et l'enquête c'est un pinceum, quoi, pour l'administration. Allez, on est obligé de faire une enquête, on l'a fait, et on a un pauvre commissaire enquêteur qui en général dit oui c'est bien, et puis voilà, quoi. Et donc vous pouvez avoir, je me souviens. Par exemple, la centrale c'était Golfech. Tout le monde était contre. Alors, le département, la région, le conseil municipal. C'est vraiment, si je résume un peu ce qu'on se dit depuis tout à l'heure, il y a un rejet dans les années 70 d'une forme de verticalité de prise de décision, Jean-Philippe Martin. Oui, c'est ce qui me venait à l'esprit, c'est qu'effectivement, on est dans des luttes paysannes ou non, qui sont des luttes dans des régions périphériques et avec une opposition au centralisme parisien et parfois avec une dynamique régionaliste. C'est le cas dans le Larzac, mais aussi avec les vignerons du Midi, on en parlera plus tard. En Bretagne, les Bretons se sentent très bretons aussi. J'aimerais qu'on regarde la une du Nouvel Obs, qui est notre partenaire, et qui en 1979, pour prouver que ces mouvements aussi se font entendre à Paris, ça marche.
nucléaire. Si on arrêtait tout, il y a une interrogation qui est portée. Est-ce que ça, c'est une victoire quand on est un écolo et qu'on va à Plogoff et ailleurs? Oui, alors c'est une victoire au sens où les écolos, d'abord, on n'avait pas toujours raison sur tout, mais quand même, on voit bien maintenant une nouvelle génération d'énergie solaire, d'éoliennes. Je veux dire, la question climatique devient très importante. Alors, est-ce que le nucléaire est-ce que finalement c'était une mauvaise idée ou une bonne idée? On peut encore en discuter. En revanche, la vérité, c'est que la définition du progrès, c'est pas forcément le technocrate parisien qui l'a. C'est pas forcément la bonne définition. Mettre des aéroports partout au moment où il faut dire oh là là, peut-être qu'il en faut moins, c'est pas forcément la bonne chose, quoi. Oui, mais c'est pas un mince paradoxe de voir qu'on est sorti finalement, selon vous, par le haut du Larzac ou du Plogoff, par une élection présidentielle, puisque c'est l'élection de 1981 et non pas vraiment la lutte sur le terrain, quoique il y a sûrement un rapport entre les deux, qui est sorti. Qu'est-ce que ça vous fait réagir comment? Parce qu'en 81, à peine Mitterrand élu, on enterre le Larzac, on enterre Plogoff. Vous avez raison. À un moment donné, il y a une décision politique. Alors donc, elle est très importante, cette décision politique, mais elle ne serait pas arrivée s'il n'y avait pas eu toutes ces luttes qui viennent d'en bas, pour le coup. Mais Jean-Philippe Martin, juste pour terminer, on termine, effectivement, vous avez raison, par la décision politique, mais là, le référendum de Notre-Dame-des-Landes, c'est l'absence de décision politique. Je dirais que toute la question, c'est la question du périmètre. Bon, pour avoir lu effectivement les opposants, ceux qui refusent cet aéroport, ils pensent que effectivement le département n'est pas le bon choix du périmètre. Bon, mais là on est dans les choix gouvernementaux qui ne vont pas dans le sens des mouvements sociaux en ce moment. C'est le peuple finalement qui décidera. Alors effectivement, il y a peut-être un problème d'échelle, mais on voit qu'on a évolué et qu'on n'est pas dans les mêmes résultats qu'en 81 par exemple. Il y a le peuple et il y a l'opinion éclairée d'un certain nombre de gens qui se disent après tout, pourquoi pas. On verra. Après tout, pourquoi pas. Le peuple a peut-être raison. Voilà. On verra dimanche. Merci beaucoup d'avoir été mes invités dans cette émission. Ce nouveau numéro, donc, avec Brice Lalonde. Donc, je rappelle votre dernier livre, Le ciel nous tombe sur la tête, chez Artaud. Et Jean-Philippe Martin, une histoire de la nouvelle gauche paysanne. C'était chez La Découverte. Merci beaucoup d'avoir été mes invités. Pour l'Archive en plus, cette semaine, j'ai choisi de mettre en perspective l'immonde massacre et un attentat commis dans un club gay d'Orlando la semaine dernière et qui a causé la mort de 49 personnes. Il y a un précédent en juin 1973 à la Nouvelle-Orléans. D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu semble avoir été déclenché par deux hommes. Chassés du bar, ils y seraient revenus avec des bouteilles d'essence qu'ils auraient enflammées dans les escaliers. L'établissement, situé au premier étage d'un immeuble centenaire et en bois, était bondé ce soir-là. Des barreaux de fer obstruaient les fenêtres et seuls des clients assez minces ont pu passer à travers ces ouvertures. D'autres ont trouvé l'escalier de secours, mais pour beaucoup, le bar est devenu en quelques secondes un tombeau. L'incendie, qui s'est développé avec une extrême rapidité, a été particulièrement violent. Seule la rapide intervention des pompiers a empêché que le feu ne se propage à tout le bloc d'immeubles. Il n'a fallu en effet aux sauveteurs qu'un quart d'heure à peine pour venir à bout des flammes. Lorsqu'ils ont pu pénétrer dans les décombres du bar, ils ont trouvé une trentaine de cadavres entassés devant les fenêtres de l'établissement. Un incendie qui cause la mort de 32 personnes et 40 ans plus tard, le mystère demeure sur l'identité du criminel, même si la piste la plus crédible reste celle d'un homosexuel chassé du club. Mais, et pour prendre la mesure du chemin parcouru en plus de 40 ans, vous avez peut-être remarqué que le journal tait la spécificité de la boîte de nuit. Pire encore, aux États-Unis, on ne parle pour ainsi dire pas de ce terrible drame. Aucun officiel ne prend la parole. Et pour achever cette bien triste histoire, sachez que des familles honteuses d'avoir un fils homosexuel n'iront pas reconnaître les corps et que 3 victimes resteront anonymes. Alors bien sûr, certains se sont émus de voir des médias français, notamment dans les grands titres, ne pas insister sur le caractère homosexuel de la boîte d'Orlando. Mais quand on voit le chemin parcouru en 40 ans, on dit tout de même que des progrès ont été faits. Pour terminer ce numéro de l'Info dans le rétro, comme chaque semaine, un choix de lecture. J'ai choisi cette semaine le livre de Colette Zitnicki, L'Algérie, terre de tourisme chez Vendémiaire. Et le sous-titre est important comme toujours, Histoire d'un loisir colonial. C'est un sujet neuf qui revisite l'histoire coloniale et l'appropriation du territoire colonisé sous un jour nouveau, celui du tourisme. Alors qu'on pense souvent que le tourisme ne s'est développé au Maghreb et très peu en Algérie qu'à partir des années 70, l'auteur nous raconte les voyageurs du milieu du 19e siècle, puis les hiverneurs de la fin de ce siècle, les mêmes qu'on retrouve sur la Riviera, puis vraiment les touristes, y compris au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, période très paradoxale, où l'Algérie est vue par les promoteurs comme la Californie française, au moment même où les indépendantistes commencent à prendre les armes.
Et si le tourisme a permis d'améliorer les axes de circulation, de la valorisation aussi du patrimoine, il montre aussi une forme largement oubliée de l'appropriation de l'imaginaire par les colons européens. Et comme chaque semaine, pour terminer ce nouveau numéro de l'info dans le rétro, je laisse des invités célèbres du passé se charger de vous saluer. God bless you and good night. Vive la France! Public Sénat et l'INA, en partenariat avec France Info et l'Obs, vous ont présenté l'info dans le rétro.